c'est quand tu veux. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la webconférence Génération Travail, décrypter les codes pour mieux collaborer, présentée par Top Coaching et son application Sébaste. Mon nom est Roxane Classen, je suis directrice expérience mentorée et mentor au réseau Mentorat et je vais être votre animatrice ce midi. Je vous remercie d'être là en grand nombre avec la belle météo. Ça peut être tentant là, d'aller au soleil, donc je suis contente de vous voir. Euh, Ce midi, on va parler de vraies choses que vous vivez au quotidien. Vous avez peut-être déjà vécu des malentendus, vous avez eu une vision opposée avec un collègue, un membre de la famille, un mentor, un mentoré peut-être d'une autre génération. Alors, nous allons discuter avec deux experts pour montrer que des fois, les différences générationnelles peuvent vraiment devenir une force. Pour en parler, nous avons deux invités de deux générations distinctes, hein. Donc, tant qu'à faire, on va mettre en application ce qu'on vous apprend ce midi. Ils vont croiser, oui, leurs perspectives pour mieux comprendre et mobiliser les jeunes générations sans renier l'expérience des aînés. Donc, je vais vous les présenter à l'instant. Tout d'abord, Leslie Siomegim, gestionnaire de contenu pour l'application Sébaste chez Top Coaching. Passionnée dès son jeune âge par les sciences humaines et le développement des compétences, Leslie s'est orientée vers la gestion des ressources humaines à l'Université catholique d'Afrique centrale, puis a poursuivi ses études à l'Université du Québec en Outaouais, où elle a complété un baccalauréat en relations industrielles et ressources humaines. Après ses études, elle a travaillé à la Société de transport de l'Outaouais, où elle s'est distinguée par son sens du service à la clientèle et son engagement envers son équipe. Chez Top Coaching, Leslie contribue à rendre le coaching exécutif accessible aux gestionnaires grâce à l'application Sébastien. On va vous en parler d'ailleurs tantôt. Elle est accompagnée de Robert Molino. Robert est associé chez Top Coaching. Titulaire d'une maîtrise en biologie moléculaire de l'Université de Toronto, Robert s'est rapidement tourné vers le monde des affaires en rejoignant une start-up en biotechnologie où il devient responsable de laboratoire. Au fil de ses 25 ans de carrière, il évolue dans plusieurs entreprises en occupant des postes de direction en vente et en gestion. Cofondateur de trois entreprises, il met son expertise, oui, en vente technique, psychologie et développement personnel au service de ses clients, les aidant à clarifier leurs idées et atteindre leurs objectifs. Chez Top Coaching, Robert supervise une équipe en croissance et offre formation et coaching au cadre. Alors, wow, on a tout un bagage midi. Bienvenue Leslie et Robert. Merci beaucoup. Merci Roxane. Bonjour tout Merci. le monde. Merci. Robert, peut-être là, d'entrée de jeu, là, on en parle de Top Coaching depuis tantôt. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui vous êtes? Oui, absolument. Merci, Roxane. Puis je voudrais remercier tous les participants de sacrifier leur heure du lunch en cette belle journée du printemps pour passer une belle heure avec nous. Je suis certain que vous allez sortir avec des nouvelles idées, puis j'espère que ça va avoir des impacts sur votre quotidien. Oui, effectivement, là, merci, Roxane. Top Coaching en affaires depuis quand même plus de 10 ans. Je nous décrirais comme étant une équipe d'une douzaine de coachs en stratégie d'entreprise. On est des organisations à bien définir où ils sont présentement, quels sont les objectifs qu'ils veulent atteindre, puis les accompagner dans l'atteinte de ces objectifs-là. Puis on met en pratique ce qu'on appelle l'approche top coaching, l'approche top coaching que je vais décrire au début de la présentation. Et cette approche-là est utilisée dans des contextes de formation, d'ateliers comme on fait présentement, coaching individuel, coaching de groupe, retraite stratégique, là, tout ce qui a à voir avec aider nos clients là, à atteindre les objectifs personnels et les objectifs de l'organisation. C'est vraiment très complet comme service. Puis on va en reparler à la fin, mais Top Coaching a aussi une offre dans notre programme Privilège. Donc, si vous êtes mentor et mentoré au réseau, vous avez accès là, à des rabais là, avec leur application Sébastien. Ben alors, merci d'être avec nous. J'aimerais ça, avant peut-être que vous commenciez, de dire que, ben, premièrement, vous avez vu, l'activité est enregistrée, donc elle va être disponible en différé sur notre chaîne YouTube. On va aussi avoir du beau matériel que Robert et Leslie ont concocté pour vous. Donc, je vais vous envoyer ça dans un petit courriel cet après-midi avec l'enregistrement. Et puis, à la fin de notre présentation, vous aurez 15 minutes pour poser vos questions. Alors, tout au long de l'activité, vous pouvez intégrer au clavardage dans le bas de votre écran vos questions, puis on va pouvoir les acheminer à nos panélistes. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne présentation avec Leslie et Robert. Merci, Roxane. Merci Roxane. Euh, on va se lancer, Leslie, tu penses? On est-tu Oui, prêt? on peut y aller. On est prêt? OK. Oui. Vous allez voir, chers participants, que Leslie et moi, nous allons nous lancer la balle. Pour ceux que c'est pas clair, moi, je représente la génération plus âgée, puis Leslie représente la génération plus jeune. Mais avant de se lancer dans le matériel, je voudrais vous parler un petit peu de l'approche top coaching parce que ça va s'intégrer, ça va bien s'intégrer avec le sujet qu'on va couvrir aujourd'hui. L'approche top coaching se résume par un sigle et le sigle, c'est SBTR.
A. Et ça représente en anglais stop, arrêter, breathe, respirer, think, réfléchir et act, qui est agir. Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui est une représentation de l'application de l'approche Top Coaching. On prend tous une pause de nos activités quotidiennes. Nous avons tous des journées très remplies. On va prendre un grand respire et prendre un grand respire, ça va vouloir dire prendre de la perspective, prendre un peu de recul, prendre une vue d'ensemble des défis qui sont autour des relations intergénérationnelles. On va réfléchir ensemble. Leslie et moi, on va se lancer la balle, on va se faire réfléchir les uns les autres. Et je vous recommande aussi d'absorber l'information qu'on partage avec vous aujourd'hui et pour pouvoir passer à la dernière étape qui est de passer à l'action et d'intégrer ces nouveaux concepts-là, idéalement plus tard aujourd'hui ou même demain dans vos façons de faire. Donc, on va commencer par prendre un peu de recul. On va parler de la diversité en général. On va parler des générations et on va rentrer. Ça va nous permettre de rentrer dans le plus spécifique au niveau de 4 thèmes. Et je vous le dis à l'avance, on va simplifier un peu les choses. Au lieu de couvrir toutes les générations, on va parler des générations plus âgées en comparaison avec les générations plus jeunes. Autour de 4 thèmes que nous allons décrire là, dans quelques minutes. Mais encore une fois, là, pour être fidèle à nous-mêmes, si on parle de perspective, quand on parle de diversité au travail, Leslie, ça te fait penser à quoi, ça, la diversité au travail? Pierre Robert, la diversité au travail, pour moi, fait référence au fait que plusieurs personnes dans un environnement de travail sont différentes, ont différentes caractéristiques qui sont propres à elles-mêmes. Et c'est aussi pour ces personnes-là d'accepter, de reconnaître et d'avoir connaissance de leurs caractéristiques qui sont propres à elles, d'avoir aussi connaissance et conscience des caractéristiques qui sont propres à leurs collègues, d'accepter les différences qui sont présentes entre elles et de collaborer ensemble. Donc, bien évidemment, ces différences peuvent être sur plusieurs aspects et je pense qu'on va les aborder, on va aborder les différents aspects qui peuvent intervenir en termes de diversité. Et l'important, merci Leslie, l'important, c'est de réaliser que l'objectif, c'est d'interagir avec les êtres humains comme des individus. Donc, de reconnaître, comme l'a bien dit Leslie, reconnaître les différences. Et il y a de la valeur à la diversité dans l'environnement de travail et il y a aussi des défis qui viennent avec la diversité dans l'environnement de travail. Et la diversité peut toucher différents thèmes. On aurait pu parler de la diversité culturelle, on aurait pu parler de la diversité de genre, on peut parler de la diversité raciale et ethnique. Ici, en fait, même avec notre interaction, on a des diversités à différents niveaux. Diversité éducationnelle, les styles de personnalité. Si on parle d'avoir la bonne personne à la bonne place dans des organisations, la personnalité joue un rôle important. Et aussi la diversité, évidemment, générationnelle, qui est la diversité dont on va vouloir discuter aujourd'hui. Mais je veux quand même vous laisser avec une première idée qui est que parmi toutes les diversités, la diversité générationnelle n'est pas toujours la plus saillante ou la plus importante. Donc, de se rappeler que lorsqu'on a des difficultés d'interaction, de communication, de gestion, de leadership, de se rappeler qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient rentrer en compte et aussi l'objectif de réfléchir à la diversité générationnelle n'est pas de mettre des gens dans des petites boîtes et de les qualifier, d'éviter des commentaires comme ben, on sait bien, Leslie, t'es une Gen Z, ou le contraire, là, on sait bien, Robert, là, t'es une génération X, puis de réaliser qu'il y a probablement d'autres facteurs. L'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est de créer des ponts avec les individus autour de nous et de s'ajuster le plus possible à leurs propres besoins pour être capable de mieux communiquer et d'être plus efficace. Donc, si on parle des générations, encore une fois, là, on a fait un petit zoom out, on va faire un petit zoom in, juste pour être tout à la même page. On est dans un moment unique à l'histoire des entreprises à travers leur monde. Nous avons jusqu'à 5 générations qui sont présentement dans le milieu du travail. Les plus âgés, ce qu'on pourrait appeler les traditionalistes, qui ont présentement 79 ans et plus en 2025, nés avant 1946. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a encore des traditionalistes dans le milieu de travail, peut-être même sur les conseils d'administration, peut-être des mentorés, des propriétaires d'entreprises, surtout les entreprises familiales. Donc, il y a encore des traditionnistes dans le milieu du travail. La prochaine génération, c'est ce qui a été décrit comme étant les baby boomers et qui, eux et elles, ont entre 61 et 78 ans cette année en 2025, donc nés entre 1946
et 1964. Les prochaines générations, c'est la génération X, qui ont entre 45 et 60 ans cette année. Je fais partie de la génération X, s'il y avait moindre doute, donc né entre 1965 et 1960. Et dans le contexte de l'atelier aujourd'hui, on va regrouper les traditionnalistes avec les baby boomers, avec les générations X et les deux générations plus jeunes qui sont aussi sur le marché de travail, incluent les milléniaux qui ont entre 29 et 44 ans cette année, donc nés entre 1981 et 1996, et les générations Z qui ont entre 13 et 20, et voilà, on représente la génération Z, entre 13 et 28 ans cette année, donc nés entre 1997 et 2012. Et encore une fois, là, pour pouvoir utiliser les concepts, on fait un petit exercice de simplification. Les dates sont pas toujours les mêmes dépendamment des modèles, et lorsqu'on est entre deux générations, ça peut avoir un impact aussi sur les modes de communication. Donc, on simplifie un peu pour faciliter l'usage, et c'est important pour vous de garder en tête qu'il y a des nuances de l'individu qui pourraient être différentes de la catégorie de génération dans laquelle cette personne-là se retrouve. Donc, on va parler de deux mondes, les plus âgés. On va couvrir 4 thèmes. On va parler des défis et des opportunités. On va se challenger peut-être un petit peu, Leslie et moi. On s'est pratiqué, là, mais tu as peut-être des surprises pour moi. J'ai peut-être des surprises pour toi par rapport aux générations. Et le premier thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le thème des attentes. Des attentes. En fait, avant d'aller là, je pense que j'ai en train de sauter une étape là. Avant d'aller là, je pense que j'aimerais qu'on décrive très brièvement certains traits qui pourraient être utilisés pour caractériser les générations plus âgées, les différentes générations les plus jeunes. Ça dérange pas, Leslie, je vais aller en premier. Oui, Et on pourrait décrire les générations X, les boomers, comme étant les générations pour lesquelles l'autorité est très importante, le respect de l'autorité, la hiérarchie, le milieu de l'environnement du travail qui est plus structuré, plus organisé, qui est plus traditionnel, évidemment, je peux dire comme ça. Des générations qui apprécient, qui reconnaissent la loyauté, donc les années travaillées dans les organisations. C'est une marque d'engagement qui est reconnue par les générations plus âgées. Communication plus formelle. Je pense que le mot structure, structuré est très présent dans les générations plus âgées. Donc, l'importance de la structure et l'importance aussi du ton. Le ton qu'on pourrait décrire, si je peux parler pour mes générations, comme étant le respect plus formel. Au niveau de l'environnement de travail, l'ancienneté, l'effort qui est visible, manger ses croûtes, c'est l'expression qui me vient en tête, investir dans les organisations, investir dans l'organisation en attendant d'être reconnu par l'organisation par des promotions, par des augmentations de salaire, et aussi la valorisation de l'expérience qui est vue comme un actif qui est précieux, qui est utilisé quand on travaille, évidemment, puis qui est aussi transmis aux générations plus jeunes. Un petit portrait rapide de générations plus âgées. Et toi, Leslie, comme représentante des générations Zen et milléniaux, comment est-ce que, en gros traits, tu décrirais ces générations-là? Robert, malheureusement, je vais prendre une trajectoire complètement différente de la tienne. Donc, je vais commencer par la perception que vous avez de l'autorité. Comme vous avez dit, vous êtes beaucoup plus attaché à la perception vraiment traditionnaliste de la hiérarchie. A contrario, au niveau des générations Z, nous, on perçoit le leadership plus dans le sens de la collaboration. Pour nous, il est important que nos superviseurs et nos managers nous perçoivent comme des collaborateurs, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles ils travaillent plutôt que des personnes qui travaillent pour eux. Donc, c'est cette différence-là qu'il faut prendre en considération. Et cet esprit de collaboration-là nous suscite à mieux nous engager dans l'organisation. Donc, à côté de cela, nous, on recherche beaucoup plus de l'impact dans le travail. Pour nous, c'est important que le travail que nous, on fait ait un sens. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ce que je fais? C'est important d'avoir ces réponses à ces questions-là pour nos générations Z, de savoir qu'on a un impact direct sur l'organisation pour être mieux engagé. Également, de notre côté, on accorde aussi beaucoup d'importance à l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. C'est pas nouveau, ça fait partie notamment des sujets qui sont d'actualité en ressources humaines, l'équilibre travail-vie personnelle. C'est très important d'être détaché du travail dans la mesure où si j'arrive à faire des activités avec ma famille, avec des amis,
Je n'aimerais pas me poser des questions sur le travail pendant mes activités personnelles. Donc, c'est ce détachement, même moral, la séparation même morale. Quand je suis dans ma vie personnelle, je ne m'occupe pas du travail. Quand je suis au travail, je ne m'occupe pas de ma vie personnelle. Pour nous aussi, c'est très important. On a également, chez les générations Z, nous, on recherche beaucoup d'autonomie dans le travail. Ça veut dire que on aime beaucoup apprendre de nous-mêmes. Donc, je vais vous raconter une petite anecdote en lien avec ça, parce que comme vous avez forcément lu dans ma biographie, comme Roxane m'a présenté, j'ai fait 2 ans d'université au Cameroun. Et dans mon programme universitaire, on avait vraiment des cours beaucoup plus larges dans la formation et on avait des cours en informatique. Et les cours d'informatique avaient 2 aspects, les cours théoriques et les cours pratiques. En séance pratique, normalement, le professeur doit nous guider. Il doit nous expliquer les procédures qu'on nous donnait pour pouvoir réaliser peut-être des bases de données, pour pouvoir peut-être écrire en code. Mais tout étrangement, notre professeur ne nous expliquait rien. Il était de la génération des milléniaux, donc ça se comprend mieux. Donc, il ne nous expliquait rien. Il nous incitait à faire le travail de nous-mêmes sans savoir, sans, sans demander de l'aide à autrui. Donc, et il nous expliquait que c'est important pour vous de faire le travail de façon autonome parce que même si vous allez faire des erreurs, vous allez mieux apprendre de vous-même parce que vous aurez essayé de trouver la solution de vous-même d'abord. Donc, il nous faisait confiance dans ce sens. Il savait qu'on pouvait trouver des solutions de nous-mêmes et c'est vraiment qu'on était bloqué et buté dans le travail qui venait nous assister et nous aider. Donc, c'est vraiment beaucoup plus dans ce sens d'autonomie-là. Et nous aussi, on recherche beaucoup de reconnaissance au travail. La reconnaissance, c'est nous rappeler que notre travail qu'on fait a un impact dans l'organisation et de reconnaître la contribution qu'on a. C'est vraiment reconnaître la contribution qu'on a au travail. Et dernier point également, un point, je dirais, qui fâche un peu plus les plus âgés, c'est notre souhait en tant que génération de plus jeunes de savoir qu'on a des possibilités d'apprentissage en organisation. C'est de savoir qu'on a des possibilités de progression et d'évolution. Donc, savoir que on peut participer à des projets pour davantage apprendre, pour nous, c'est important. Donc, en gros, c'est pas mal ça pour les générations des plus jeunes qui incluent les milléniaux et les générations Z. Merci Leslie. Donc, au niveau des attentes, on a entendu, du moins j'ai entendu, recherche de sens et d'impact, comment contribuer. Tu as parlé de feedback aussi, je pense, de rétroaction fréquente et régulière avec ton équipe et avec tes patrons. Comprendre aussi la raison de tes actions, d'être capable de grandir dans ton poste. Et de mon côté, les générations plus âgées, plus une question de loyauté, reconnaissance de mérite, progression plus graduelle, reliée à l'ancienneté, avec la stabilité aussi. Puis pour nous, je pense au niveau des attentes, le sens du devoir est très élevé aussi là, de notre côté. Puis je pense que l'impact que ça a, c'est il peut malheureusement avoir des impressions. Puis là, on est en train de discuter du thème des attentes. Il peut avoir des impressions. Et les générations plus âgées comme la mienne pourraient percevoir que les générations plus jeunes comme la tienne sont impatientes, sont toujours pressées de monter dans l'organisation, sont constamment en demande de reconnaissance, et conséquemment pour être perçu comme étant déconnecté de la réalité du terrain, de la réalité du vécu de l'organisation. Et je suis curieux de savoir, de ton côté, Leslie, au niveau des attentes, quelle perception tu pourrais avoir de quelqu'un de ma génération? Ben, c'est comme, vous dites qu'on demande trop de reconnaissance, mais nous, on vous perçoit comme des personnes beaucoup trop rigides, peu ouvertes aux nouvelles approches. Donc, vous êtes assez fermé dans votre boîte, entre guillemets, donc vous êtes beaucoup plus rigide. On a l'impression que c'est difficile de vous approcher en tant que génération des plus âgés parce que comme vous aimez cette structure hiérarchique, vous aimez, donc pour nous, c'est beaucoup plus difficile de vous approcher. On a l'impression aussi que vous n'aimez, bon, vous n'avez pas cette aisance-là à expliquer le sens des choses. Par contre, c'est ce que nous, on recherche, avoir le sens des choses. Mais vous avez comme plus de difficultés à expliquer la raison des décisions, la raison, le pourquoi de certaines procédures, le pourquoi de certaines choses qui sont faites dans l'organisation. Donc, vous n'avez pas comme cette aisance-là à facilement expliquer, donner les raisons de pourquoi certaines procédures sont faites ou certaines décisions sont prises. Également, on a l'impression que vous ne nous faites pas suffisamment confiance. Vous n'avez pas nécessairement
vous n'êtes pas à l'aise à nous donner plus de responsabilités dès le début. Donc, peut-être vous avez l'impression qu'on a moins d'expérience, qu'on connaît peut-être moins la réalité du terrain. Comme tu as mentionné, tu as l'impression qu'on est déconnecté. Vous avez l'impression que nous sommes déconnectés de la réalité du terrain. Donc, nous, de notre côté, on perçoit que vous ne nous faites pas confiance et que vous n'êtes Mhm. pas à l'aise à nous donner des responsabilités. Et qu'est-ce que tu me donnerais comme recommandation, Leslie, si tu devais me coacher en tant que leader plus âgé, là, dans le contexte des perceptions que tu viens de partager? Donc, moi, je te donnerais comme conseil tu dois pouvoir accueillir nos questions de pourquoi comme un sens d'engagement. Parce que pour nous, on pose des questions pour être engagé. On aimerait savoir pourquoi on fait un travail X ou Y parce qu'on aimerait être engagé. Et dans la même perspective, tu dois pouvoir être capable de décrypter nos codes d'engagement. Parce que pour nous, l'engagement n'a pas nécessairement le même sens que vous, l'engagement. Donc, essayez d'essayer de comprendre comment nous, on perçoit l'engagement. Et l'engagement chez nous vient du fait qu'on comprend le sens, la valeur de notre mission. On sait l'impact qu'on a dans notre milieu de travail. Merci. Et de mon côté, le conseil que je te donnerais, si je peux me permettre, Leslie, Oui, c'est parce que les attentes sont différentes, puis que les journées sont longues et qu'on est très occupé, de nous rappeler, de me rappeler les attentes. Et si tu vois des opportunités auxquelles tu peux contribuer, c'est pas toujours un manque d'ouverture. Des fois, c'est simplement une question. Nos façons de faire sont différentes, donc on oublie que les attentes pourraient être différentes. Une autre recommandation que je te ferais, c'est que oui, des fois, les règles sont implicites. Les règles ne sont pas toujours verbalisées. Il y a des façons de faire qui sont pas toujours communiquées clairement. Donc, sans s'accrocher d'un fleur du tapis, si je peux dire comme ça, puis être trop structuré, de reconnaître des fois, il peut y avoir des règles qui sont implicites, puis d'être curieuse, d'aller creuser, puis de voir quelles sont ces règles-là, puis peut-être de poser des questions. Et évidemment, avec les cheveux gris que j'ai, de reconnaître il y a une valeur qui vient avec le temps passé dans un domaine, dans un créneau particulier, et l'expérience qui vient avec ça. Donc, une reconnaissance mutuelle de l'enthousiasme du côté des plus jeunes et de l'expérience du côté des plus vieux, si on peut faire chacun de notre côté avec humilité. Puis si je peux passer au prochain thème là, du leadership, pour les générations plus âgées, le leadership, pour nous, c'était souvent, on voyait ça comme étant un rôle décisionnaire et structurant. Des gens viennent nous voir pour résoudre des problèmes, les gens viennent nous voir pour mettre en place des façons de faire. Avec ça vient la mise en place des hiérarchies, le respect de ces hiérarchies-là, et et on devient leader à cause de notre expertise, puis à cause de l'expérience qu'on a. Et relié à ça vient la stabilité et l'autorité qui est associée au leadership. Mais je pense que le concept de leadership n'est pas perçu de la même façon par les générations plus jeunes. Tu as déjà touché sur ce thème-là, mais pourrais-tu me résumer comment les plus jeunes voient le rôle de leader? On ne voit absolument pas le rôle de leader comme les générations les plus âgées. Dans ce que je peux dire en quintessence pour le rôle de leadership avec les générations des plus jeunes, proximité, écoute, transparence, leadership collaboratif, plus sous forme de mentorat ou de coaching, et aussi les décisions participatives. Je vais m'expliquer légèrement. La proximité, plus dans le sens pour nous permettre de nous ouvrir dans notre milieu de travail, pour nous permettre d'être à l'aise, d'apporter de la contribution dans notre milieu de travail. L'écoute dans la mesure où c'est important pour nous de sentir que nous sommes écoutés. Si par exemple, je travaille avec Robert, on m'a embauché pour un poste X, Y, Z, j'ai postulé pour ce poste, je sais que je dois effectuer ce poste, mais j'ai des ambitions futures que je communique avec Robert. Et en communiquant avec Robert, j'attends de Robert d'écouter ce que je, ce que je partage avec lui par rapport à mes objectifs d'apprentissage et d'évolution. Je ne dis pas entendre, je dis écouter, et écouter, c'est entendre et prendre en considération ce que j'ai partagé avec lui. La transparence aussi voudrait que, Vas-y. la transparence aussi voudrait que si Robert, en tant que mon manager, par exemple, n'a pas la possibilité de m'offrir des opportunités d'apprentissage sur le moment,
il peut communiquer avec moi. Leslie, je sais que tu as tel objectif dans ta vie, tu aimerais d'ici apprendre à faire X, Y chose. Pour le moment, je n'ai pas cette possibilité-là, mais j'y travaille et je vais trouver les moyens de t'aider à te développer. Donc, seulement cet aspect-là. Et on dit aussi que dans la plupart des cas, les problèmes des individus sont résolus quand ils ont l'impression qu'on fait de notre mieux pour le résoudre. Pas nécessairement qu'on apporte la solution à l'instant T. Donc, donner cette impression-là, et ça nous rassure que vous nous écoutez quand vous partagez cela avec nous. Le leadership collaboratif, comme on a mentionné plus tôt, c'est vraiment nous percevoir comme des collaborateurs, vous dire que nous, on travaille avec vous, pas que nous, on travaille pour vous. Donc, il y a ces différences-là à faire et c'est très important avec les générations Z parce que ça peut créer comme des petites frictions ou des tensions dans le milieu de travail. Et en ce qui concerne les décisions participatives, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment beaucoup plus nous impliquer dans le processus décisionnel. C'est vraiment demander notre avis. Leslie, il y a X, Y processus qu'on aimerait mettre en place. Moi qui occupe mon poste, que les décisions qui vont être prises vont affecter. Ça va affecter mon poste, c'est de me demander par rapport à ton poste, que penses-tu de ça? Comment penses-tu qu'on peut faire de façon plus efficace ou bien efficiente par rapport à ton poste, puisque ça va t'impacter toi aussi. Donc, c'est vraiment prendre le temps d'accueillir mon point de vue. Il ne va pas nécessairement entrer dans le processus décisionnel final, mais juste savoir qu'on a accueilli mon idée, c'est déjà un plus. Donc, c'est plus ce sens de leader-là, vraiment faire participer ton équipe dans le processus décisionnel également. Donc, plus mentorat, plus coaching, plus accompagnement, plus développement personnel, même au-delà des responsabilités qui sont directes à relier à ton poste. Un peu plus de transparence au niveau des façons que les décisions sont prises. Je pense que tu l'as dit il y a quelques minutes, de voir les questions comme étant un signe d'engagement aussi, puis d'être prêt en tant que leader gestionnaire, d'accueillir cette question-là. Puis aussi, ce qui vient avec ça, c'est qu'il faut être prêt à y répondre parce qu'on n'est pas toujours prêt à être challengé de ce côté-là. Fait que ça faut qu'on fasse nos devoirs de notre côté, là. De dire quelque chose comme fais-le parce que je t'ai dit de le faire, ça irait probablement pas très loin avec toi, Leslie. Pas du tout. OK. Malheureusement. Aurais-tu d'autres conseils pour moi comme patron? Comme patron, Robert, je pense que ce que je dis pourrait aussi comme t'impacter, ça pourrait aussi te donner des pistes pour mieux réfléchir à ta façon de collaborer avec moi. Mais de façon comme, en résumé, c'est pas mal ce que j'ai dit, de ce que nous, on recherche dans le milieu de travail. Toi, de ton côté, je pourrais dire que tu assures déjà pas mal, donc c'est déjà correct. Décision participative, je me sens vraiment inclus. Ça, vous faites un très bon travail sur ce côté. Leadership collaboratif plus mentorat et coaching. Vous êtes des coachs, donc normalement, vous allez appliquer ce que vous prêchez. Donc, je sens vraiment cet aspect plus collaboratif de leadership et proximité, écoute et transparente, c'est vraiment au taquet. Pour le moment, je suis correcte, Robert. Merci. Et de mon côté, si je peux parler de façon plus générale, l'importance pour les générations plus jeunes de reconnaître qu'il y a des fois, il y a des raisons pour lesquelles les choses sont faites. Puis peut-être de reconnaître la valeur des façons de faire, de l'histoire, de la sagesse organisationnelle, du contexte. C'est peut-être pas toujours les meilleures façons de faire, mais souvent, il y a une raison pour laquelle ces façons de faire-là ont été mises en place. Puis peut-être de reconnaître aussi que tu n'as peut-être pas toute l'information. Donc, de faire attention, de sauter aux conclusions, puis d'être curieuse dans l'approche quand on questionne les façons de faire. Et encore une fois, là, de besoin d'autonomie, de ne pas oublier de nous le rappeler. Et c'est pas, moi, je peux pas le voir sur ton visage quand tu es prête pour un nouveau défi. Donc, de partager avec moi, je maîtrise ce que je fais présentement, je suis prête pour une nouvelle aventure ou pour des nouvelles responsabilités. Est-ce qu'on pourrait avoir une conversation et d'en faire justement une conversation? Et ce que je remarque de toi, je le dis en conseil, mais tu le fais déjà aussi, Leslie, là, c'est de prendre l'initiative. J'ai été surpris, plaisamment surpris de voir que sans que j'ai eu besoin de dire quelque chose, tu as compris la situation, tu as compris le contexte et tu as pris l'initiative de poser des gestes qui allaient au-delà de tes responsabilités principales. Donc, Pour ajouter on un parlait du... petit, Vas-y. pour ajouter un petit point, un petit conseil aussi, par rapport aussi à la question de leadership, pour vous les plus âgés aussi, je dirais un dernier petit conseil, c'est vraiment de nous laisser le temps
de faire nos propres expériences. Comme je disais beaucoup plus tôt, nous laisser le temps d'apprendre, de faire des erreurs, être beaucoup plus patient. Donc, on attend de vous aussi que vraiment vous nous laissez la place et le temps nécessaire pour pouvoir faire cette expérience-là de nous-mêmes. Puis ça, c'est un effort de notre côté parce que faire des erreurs, c'est quelque chose en général qu'on évite à tout prix quand on est des générations X ou qu'on est des baby boomers. On n'est pas très enclin à faire des expériences. C'est, évidemment, on généralise ici, il y a toujours des exceptions, mais comme génération, on n'est pas toujours enclin à faire des expériences et faire des erreurs. Donc, l'importance d'avoir une conversation au niveau, OK, erreur à quel niveau, quel impact ça sera, est-ce qu'on peut limiter le dommage potentiel? Donc, de collaborer entre le désir et la capacité de faire des expériences de mon côté, de voir ça comme étant un signe d'engagement et de ton côté, de reconnaître les inquiétudes que je pourrais avoir au niveau de l'impact des erreurs et de m'aider à contextualiser possiblement comment on pourrait euh, limiter le dommage possible parce qu'on imagine rapidement là, que les dangers que ça peut causer quand on pose des erreurs. Merci, Leslie. Effectivement, et Si il on, faudra aussi vas-y. garder en tête que c'est important pour un leader de ne pas fournir les réponses dès le premier jour. Comme tu as dit, peut-être vous avez toutes ces inquiétudes-là, mais il faut éviter de donner toutes les réponses dès le premier jour parce que oui, vous voulez limiter, mais on trouve un trait d'entente, un champ d'action assez que vous pouvez nous laisser comme essayer de travailler de nous-mêmes et faire nos propres erreurs, tout en limitant les erreurs parce qu'on connaît vos inquiétudes, vos craintes par rapport à cela, mais c'est quand même aussi important pour nous, les générations les plus jeunes. Et c'est là que vient la différence entre le leadership traditionnel et le mentorat et le coaching. C'est de t'aider à toi-même de trouver les propres solutions à tes problèmes et donc de, de t'accompagner dans ta propre réflexion. Le défi qui pourrait se poser de mon côté, c'est je ne sais pas quand tu n'as pas toute l'information dont tu as besoin. Donc, l'important de partager avec moi, les plus jeunes avec les plus vieux, quand tu es arrivé au bout de tes connaissances, puis quand tu as besoin que ça soit que le coaching devienne un peu plus une formation que de l'accompagnement. Oui, absolument. Ouais, Merci, Leslie. c'est important. Merci, Robert. Au niveau des styles de communication, ben, on va répéter les stéréotypes là, qui ont été mentionnés dans plusieurs, sous plusieurs formes, là, que les générations plus âgées, on tombe encore autour de la structure, d'être un peu plus formel, donc les courriels, les appels. Et je pense qu'au niveau communication, un des traits des générations plus vieilles, c'est le côté réunion planifiée. Donc, des rencontres hebdomadaires, des rencontres mensuelles, avec des ordres du jour, avec des notes qui sont partagées après. Donc, beaucoup plus de structure de planification au niveau de la communication chez les générations plus vieilles et aussi avec un ton plus professionnel, avec un respect des codes d'interaction. Il y a un côté peut-être rituel là, avec les générations plus vieilles de serrer la main, de vous voyez, de pas tutoyer tout de suite. Et même dans l'habillement, là, les attentes au niveau de on ressemble à quoi, puis on utilise quel mot, puis on se présente comment au niveau de quand on parle de communication. Puis je pense que pour les plus jeunes, c'est pas tout à fait la même chose. C'est quoi ton environnement de communication idéal, Leslie? C'est pas du tout la même chose. Et pour les générations plus âgées aujourd'hui, je vais vous donner un petit tips pour mieux comprendre pourquoi nous, on préfère d'autres moyens de communication par rapport aux plus âgés. C'est que la raison pour laquelle nous, par exemple, on va préférer les échanges rapides, et quand je dis nous, c'est les générations des plus jeunes, on va préférer les échanges rapides, les messages instantanés, les emojis, Teams, etc. C'est on se pose la question pour une information X que je dois faire passer. Est-ce vraiment nécessaire de prendre 15 minutes à rédiger un courriel? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Par rapport à telle information, pourriez-vous, s'il vous plaît, me rappeler X, Y, Z? Merci, cordialement, signature. Ou bien, on peut utiliser la voie rapide. On prend mon micro, mon cellulaire. J'ai le contact de Robert dans mon téléphone. Bonjour Robert, pour telle information, s'il vous plaît, update, point. Je mets un petit emoji, la même information est passée. J'ai pris 1 minute à rédiger mon message, mais l'information est quand même passée. Donc, pour nous, c'est vraiment pour économiser du temps,
Et c'est vraiment dans la recherche de est-ce que c'est vraiment nécessaire de passer par un courriel formel pour, pour partager cette information bien précise-là. Donc, pour nous, c'est vraiment la question qu'on se pose quand on essaye d'échanger avec eux. Mais n'empêche, on reste quand même flexible par rapport aux moyens de communication parce que nous, on est quand même beaucoup plus flexible, beaucoup plus ajustable, beaucoup plus adaptable. Donc, il est possible pour nous de s'adapter. Si peut-être Robert préfère plus les courriels, je vais envoyer le même style de message, mais par courriel à Robert. Je pense que c'est là qu'on se rejoint, Leslie, parce qu'il y a un lien entre les générations X et les générations Z qui est un souci d'efficacité. Nous tournons pas toujours vers les mêmes outils, mais je pense qu'il y a un souci d'efficacité, de productivité pour, du moins spécifiquement pour ces deux générations-là. Je pense que c'est important de se rappeler que on comprend pas nécessairement tous les emojis parce qu'il faut faire un petit peu attention donc avec certains emojis. Puis je pense que je parle pour les gens de ma génération en disant que je comprends ce que tu veux dire par un long courriel. Le danger, c'est quand on passe d'une rencontre en personne à une rencontre téléphonique, à un courriel, à un texto, on perd de la nuance. Donc, il y a un danger que le ton du message ne soit pas perçu comme comme était l'intention. Donc, c'est important de se rappeler d'utiliser le bon outil pour le bon message. Puis, s'il y a moindrement un danger que le ton pourrait être mal perçu, de peut-être rajouter une couche de nuance, donc ou bien un courriel ou une rencontre ou un appel téléphonique. Puis, à titre de curiosité, qu'est-ce que tu penses des rencontres planifiées à l'avance? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est juste du trouble ou tu préfères que je t'appelle quand je veux te parler? Est-ce que tu vois de la valeur dans les rencontres qui sont planifiées à l'avance? Ça dépend. OK. Encore est-il, ça dépend. Donc, les rencontres planifiées ont leur importance, on ne peut pas nier. Mais également, si des informations, c'est plus rapide, je peux juste me texter, Leslie, est-ce que tu as 5 minutes? On s'appelle vite fait, mais vraiment, ça dépend de l'importance, de la portée, de qu'est-ce qui va être dit pendant la rencontre, de quelle information tu as besoin. Est-ce que tu as besoin d'une réunion planifiée pour me demander l'information? Tu peux juste m'appeler, mais il y a des réunions dont la planification est importante. Donc, ça dépend, c'est ajustable. Ça dépend du contexte. OK, merci. Puis tu l'as déjà fait un peu. Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil pour bien communiquer avec des générations qui sont plus jeunes? Pour bien communiquer avec des générations qui sont plus jeunes, d'abord, il faut utiliser Teams parce que c'est plus accessible. La messagerie instantanée, on préfère la messagerie instantanée. Je vais prendre mon cas, mon exemple. J'ai plus de mal à aller vérifier mes courriels que d'aller sur Teams. Donc, pour moi, j'ai l'impression que ça me prend beaucoup plus d'efforts parce que le courriel, pour moi, ça résonne formel, long message, beaucoup de codes dans le courriel, c'est beaucoup trop long, ça prend de temps pour interpréter. Donc, la messagerie, des fois, Teams, ça passe beaucoup plus vite. Ou sur le cellulaire, un message instantané par iMessage ou un simple message texte, ça peut aussi aller, dépendamment de l'information qui va être communiquée. Mais le courriel, si l'information nécessite un courriel, oui. Sinon, on peut utiliser Teams, on peut utiliser les messages instantanés. Tu n'as pas parlé du téléphone. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation du téléphone? Le téléphone, encore, ça dépend parce que moi, malheureusement, je fais partie des personnes de la génération Z qui n'utilisent pas le téléphone pendant les heures de travail. Donc, quand je suis en train de OK. travailler, en général, j'ai le téléphone assez loin pour me concentrer. Mais, mais, puisque j'ai des collègues avec lesquels je travaille qui sont facilement rejoignables par message, au besoin, j'aurai mon téléphone avec moi pour les rejoindre. Donc, ça dépend vraiment beaucoup de aussi la personne avec laquelle je travaille, de mes collaborateurs. S'il faut m'ajouter, je m'ajoute. Donc, je peux utiliser le téléphone pour faire passer un message rapidement à un collègue que je sais qu'il répond rapidement par message. Ah, merci. Puis si je peux me permettre de conseil de mon côté, je pense que tu as déjà touché, là, c'est de réfléchir au meilleur canal de communication, étant donné ce qu'on veut. Si on veut échanger l'information, on peut envoyer un courriel. Si on a besoin d'un retour rapide, ça peut être un texto, ça peut être un coup de téléphone. Je pense aussi de se rappeler ce que j'ai dit au niveau de attention avec les emojis parce qu'on les comprend pas nécessairement tous. Puis aussi, quand
on commence à enlever des lettres dans les mots, là, puis là, si les mots commencent à plus faire de sens, là, moi, je me perds rapidement avec ça. Et de reconnaître qu'il y a une valeur aux rencontres qui sont pré-planifiées parce que ça nous donne la chance de s'organiser, de réfléchir à l'avance et d'arriver préparé. Le défi pour les plus âgés, c'est qu'à l'impromptu, on pourrait avoir l'impression de ne pas avoir été préparé. Puis je pourrais dire, Leslie, ben, si tu m'avais donné la chance de me préparer, puis de ne pas attendre une réponse immédiate, je t'aurais probablement donné une meilleure réponse. Ça pourrait ou non être le cas. Puis aussi de réaliser que nous sommes possiblement ouverts aux nouvelles technologies et le défi est peut-être simplement, je sais pas comment ça marche. Comment ça marche, Teams sur mon 365, je l'ai peut-être jamais fait. Fait que peut-être de dire généreusement, est-ce que tu veux un coup de main pour que je te montre comment ça fonctionne? Parce que si le canal de communication fonctionne mieux pour toi comme ça vaut peut-être la peine d'investir au niveau du développement des compétences techniques des générations plus âgées. C'est très Il nous bien. reste merci. Il nous reste un dernier point que j'aimerais couvrir avant de faire un résumé. Puis on en a déjà parlé, c'est au niveau de l'engagement. Parce que comment on mesure l'engagement chez les plus âgés, c'est beaucoup relié à l'investissement de temps, la loyauté. On voit, je pense il y a une majorité des plus âgés qui voient le travail comme étant une forme de devoir, de quelque chose qu'on a besoin d'accomplir, qu'on est investi dans le long terme dans les organisations. On apprécie des reconnaissances formelles aussi, des promotions, des changements de titre. C'est donc beaucoup plus formel et structuré au niveau de la mesure d'engagement pour les plus âgés. Mais pour les plus jeunes, tu as déjà touché, il y a des formes différentes d'engagement auxquelles il faut que je sois conscient puis que j'apprenne à reconnaître. Et pourrais-tu m'en donner quelques-unes, Leslie? Oui, je dirais, ce qui engage aussi beaucoup les générations des plus jeunes, ça c'est un point, je vous donne encore un petit tip pour les générations des plus jeunes. Nous, étant donné que les questions qu'on se pose, c'est, je passe 40 heures de ma semaine au travail. Donc, l'engagement vient aussi avec l'épanouissement qu'on peut ressentir au travail. Donc, si je passe 40 heures de ma semaine au travail, pour moi, c'est important que pendant ces 40 heures-là, je sois épanouie au travail. Et l'épanouissement au travail vient aussi avec ce sens d'impact qu'on a au niveau de l'organisation, le sens certain et approuvé qu'on sait qu'on a du travail qu'on fait. Donc, on sait que notre travail a un sens, on sait que le travail qu'on fait a un impact au niveau de l'organisation. Donc, ça contribue à notre engagement et ça contribue aussi à notre épanouissement. Donc, aussi avoir un environnement de travail assez, assez détendu, où il y a assez de proximité entre les collègues. Ça permet aussi, ça contribue aussi à l'épanouissement des individus. Et aussi, ces relations quand même assez réciproques, puisque moi, Robert, peut-être je vais me rapprocher avec toi avec une certaine façon de faire. Peut-être j'aime beaucoup plus de temps en temps faire des blagues. J'aimerais aussi que tu me retournes comme la balle, cette relation de réciprocité là, que tu me retournes la balle, ou bien c'est vraiment partager les attentes communes. Je te partage mes attentes, aussi tu me partages tes attentes. On a ces relations réciproques là, on se fait confiance et on collabore. Donc, pour nous, c'est ça qui suscite beaucoup notre engagement dans le milieu du travail. Merci, Leslie. Puis, je sais qu'on arrive au moment de fin. Là. J'ai quelques minutes de plus pour faire un petit zoom out. Là. Donc, très important de, de séparer la raison, la raison d'être du poste, la raison de l'organisation, la raison pour l'action, du détail, du comment. Donc, de laisser plus d'autonomie des deux côtés sur comment les choses sont faites et de se concentrer au niveau de l'interaction sur la raison de l'action, la raison des projets sur lesquels on travaille. Et de la même façon, de s'éloigner de l'inquiétude au niveau des comportements. Les comportements peuvent être différents. L'important, c'est de se concentrer sur les résultats qu'on veut obtenir de ces comportements-là. Donc, ça demande une prise de certain recul pour être capable, en tant que gestionnaire, de se concentrer sur ce qu'on veut obtenir et moins dans les détails des comportements des gens des deux côtés, en fait, de la distribution d'âge. Et ça demande un shift, un virage de passer de gestionnaire qui est là pour répondre aux questions, qui est là pour éteindre des feux, qui est là pour diriger les gens, plus en leader, qui est là pour guider, mentorer, coacher, répondre aux questions,
valider, identifier la raison d'être des postes et de l'organisation. Un dernier point sur ce côté-là, c'est d'abandonner l'idée de changer l'autre, parce qu'on changera pas, on n'a pas la puissance de changer l'individu, mais d'essayer de comprendre. De comprendre parce que les gens ont la plupart du temps des bonnes intentions. Donc, d'essayer de comprendre d'où ils viennent. Donc, ça veut dire en tant que leader et en tant que leader jeune ou vieux et employé jeune ou vieux, de bien être capable de communiquer la raison d'être du poste. Je pense que c'est important aussi, là, je sais on veut un minimum de structure, de bien définir les rôles et responsabilités. Parce qu'il faut, de la génération plus vieille, les attentes étaient souvent implicites. Ben là, je pense qu'il faut que ça soit plus explicite, Explicite. quitte à avoir à les défendre, ou les défendre, les justifier ou les expliquer du moins. Et je pense que ça passe par des interactions, des communications régulières pour être capable d'ajuster quand c'est nécessaire. Et de se rappeler, je pense que tu l'as mentionné, Leslie, puis je vais le répéter, dans un contexte de co-création, que les gens arrivent au travail avec la plupart du temps des bonnes intentions, ils veulent contribuer de leur propre façon et tout le monde veut contribuer au résultat final et donc co-créer ce qu'on essaie d'accomplir au niveau de l'organisation. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner? Tu penses que j'aurais dû mentionner, Leslie, avant qu'on redonne le micro à Roxane? Non, comme tu disais, ben, je vais juste rajouter un petit point par rapport aux attentes. Mais je vois beaucoup des pratiques de gestionnaire des ressources humaines aujourd'hui, c'est de rajouter dans la description de poste ce qu'on attend de vous. Donc ça, de base, Mhm. ça pose déjà les premières bases de qu'est-ce qu'on attend de vous, vous qui vous voulez rentrer dans le milieu du travail. Mais également, quand vous rentrez dans le milieu du travail, c'est important de clarifier ce que vous attendez aussi de l'organisation. Donc toujours garder en tête que vous devez faire ces échanges-là de façon récurrente. J'aime beaucoup ça. Puis en fait, j'en ai parlé à d'autres endroits, de rajouter les attentes et aussi de rajouter l'impact que le poste a sur l'organisation et de rajouter aussi des possibilités de développement. Pas nécessairement de promotion, mais des opportunités de développement des compétences professionnelles. Parce que là, on a la description du poste, on a quel impact ça a, puis comment l'individu, l'employé va pouvoir se développer dans l'organisation. Merci, Leslie. Merci, On a Robert. pris quelques minutes de plus, Roxane, mais je te redonne le micro. Oui, ben merci. Non, mais ça valait la peine. J'ai beaucoup apprécié votre échange, là, Leslie et Robert. C'est très chouette là, de la façon que vous l'avez fait, puis vous avez mis ça en périphérie. Là, tu sais, on voit vraiment les deux côtés de la médaille, puis ça se complète, hein? C'est ça qui est important de comprendre, puis de voir qu'effectivement, les deux côtés de la médaille sont aussi importants l'un que l'autre. Donc, tout le monde de faire des efforts pour pouvoir mieux collaborer, c'est super important. Alors là, je me tourne vers nos participants. Donc, on a déjà des questions dans le clavardage, là, mais n'hésitez pas surtout à les poser. Puis d'ailleurs, on avait repéré que lors de l'inscription, vous aviez indiqué beaucoup de choses que vous aimeriez aborder ce midi. C'était très riche, là. Donc, on va pouvoir aussi y aller. Alors, on a une première question de Marc Chartrand. Bonjour Marc, qui pose la question, comment un patron de la génération Z, OK, donc plus jeune, doit ajuster son style de gestion qu'un employé baby boomer? Donc là, on est à l'inverse. Comment on gère ça? OK. Veux-tu t'essayer, Leslie? Oui, je vais essayer de répondre à la question. Donc, par rapport à cette question, comment ajuster son style de gestion avec un baby boomer? Ce que je veux quand même souligner qui est un avantage des générations plus jeunes, nous sommes très flexibles, nous sommes très ajustables. Ça veut dire on a plus la capacité à se mettre dans la place de l'autre, à mieux comprendre son fonctionnement et on va mieux interagir avec eux. Par exemple, moi, je suis à l'aise de communiquer par courriel avec un baby boomer, par exemple. Ça ne me dérange pas. Moi, je m'ajuste. S'il a besoin de communication par courriel, je vais communiquer avec lui par courriel. Pour les baby boomers qui, par exemple, reconnaissent qui a de la valeur avec l'expérience, le temps passé dans l'organisation, donner des marques de reconnaissance formelles par rapport à leur expérience, reconnaître leur expérience, le temps qu'ils ont passé. C'est des stratégies de reconnaissance que tu adaptes en fonction de ce qu'ils préfèrent. Donc, en fonction de leurs préférences, tu t'adaptes. La communication, j'ai déjà mentionné. Pour ce qui est de l'engagement ou la perception de leadership, avoir cette structure fixe-là, de garder cette autorité hiérarchique dont il a besoin pour rester engagé dans l'organisation. Donc, pour la génération Z, c'est comprendre l'autre, ce qu'il a besoin, et c'est vraiment s'adapter à l'autre. C'est pas compliqué pour les générations Z parce qu'on est plus flexible, on s'adapte beaucoup plus au changement que d'autres.
Merci Leslie. Puis je pourrais ajouter brièvement, Roxane, je pense que je dirais, dis-moi ce que tu veux que je fasse, dis-moi comment tu vas mesurer ma performance, puis enlève-toi du chemin. Fait que, puis organise des rencontres régulières. Donc, on se rencontre, puis ça va être une fois par 2 semaines, une fois par mois. On va mesurer ma performance et laisse-moi faire les choses de ma propre façon en structurant la rétroaction. J'ai pas besoin que tu m'appelles tous les jours pour que tu me demandes comment ça va. Mais par contre, je vais me préparer pour une rencontre qui va être hebdomadaire ou bimensuelle. J'espère que ça va aider Oui, le Marc. Marc. Oui. Oui, puis en fait, là, moi, ce que j'entends de ce que vous dites, c'est peu importe quand on est gestionnaire, c'est s'asseoir avec son employé, comprendre ses besoins, ses attentes et s'adapter. Hein? Peu importe Exactement. qui est de l'autre côté, ça revient à ça. Super. On a une question de Christelle également qui demande comment les. Puis, écoutez bien, là, parce qu'il y a un petit contexte. Donc, comment les aides voient les règles en usine, OK, dans le manufacturier, entre autres, là. Donc, exemple, débuter à 8 heures, pause de 15 minutes à 10 heures parce qu'il y a une machine qui roule en continu, donc peut-être un retard a un impact direct sur la production. Il n'y a pas de cellulaire parce qu'il y a des raisons de sécurité. Donc, j'ai l'impression que beaucoup de gens de la génération Z ont de la difficulté à se conformer à la rigidité d'opération qui est une réalité. Donc, tu sais, il y a des processus pour des raisons. Robert, tu l'as nommé, des fois, on n'a pas le choix. Donc, comment on concilie ça, là? Peut-être que je pourrais commencer, puis je peux te passer la balle après, Leslie. Oui. De ma perspective à moi, ça commence par la description du poste et des attentes. Et par contre, il faut aller au-delà il faut que tu sois là à 8 heures, il faut que tu suives ces règles-là, il faut aller à une deuxième ou une troisième couche. Quelles sont les raisons pour lesquelles il faut suivre certaines règles, comme des règles de sécurité, par exemple, et de décrire des conséquences de ne pas suivre ces règles-là. Donc, d'être un peu plus transparent au niveau de ce qui se cache, ben, qui souvent se cache derrière ces règles-là. Et ça peut être un défi pour les gestionnaires parce que nous, si on est des générations X, on n'a peut-être jamais posé la question à nos patrons pourquoi ces règles-là existaient. Donc, il faut être prêt à aller un peu plus profond. Puis, il faut être prêt aussi à écouter les commentaires qui viennent parce que c'est possible qu'il y ait des recommandations qui viennent des générations plus jeunes qui nous font dire ben, OK, peut-être qu'en fait, si on avait un shift qui commençait à 7 heures puis un autre qui commençait à 9 heures, les machines pourraient rouler plus longtemps. Donc plus de transparence. On parle encore une fois de co-création et d'ouverture d'esprit au niveau de l'impact que ça pourrait avoir. Vas-y, Leslie. Mais moi, de mon côté, si je peux rappeler des points très importants, c'est collaboration. On travaille avec vous, on ne travaille pas pour vous. Donc, si OK. vous nous prenez dans le sens qu'on travaille pour vous, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de communiquer tout cela avec nous. Donc, on est très réceptif, mais ça dépend du temps, de l'intonation et de comment tu le présentes. Et il faut communiquer sans imposer. Montrer l'importance en, en expliquant à la personne que ta collaboration dans ça, ta participation dans ça va aider au succès de l'organisation. Donc, c'est important de ne pas imposer, de plus rappeler à la personne que ton impact, ton apport est très important. Et si tu respectes, ça va vraiment être très bénéfique pour l'organisation. Ça va contribuer à X, Y, Z pour l'organisation. On travaille ensemble, on est une team et on contribue nous tous au succès de l'organisation. Donc, c'est important de le prendre plutôt dans ce sens-là. Donc, ce que je retiens là, de vos explications, c'est que oui, collaboration, mais aussi trouver du sens. Hein? Donc, on le Oui. dit, les Ouais. générations plus jeunes ont besoin de ce sens-là. J'ai une question qui vient de Christian Taillon. Bonjour Christian. Dans le contexte de problèmes de santé psychologique croissants au travail, comment gérer ça pour le mieux des deux générations? Très bonne question. Euh, Tout d'abord, il faut faire attention. Il ne faut pas s'inventer psychologue si on n'est pas psychologue. Donc, il y a des limites où on peut aller, puis il y a des moments où il faut impliquer, si vous avez des ressources humaines, si vous avez des ressources à l'externe, donc de bien être capable d'identifier là, où sont les limites de ce qu'un gestionnaire ou un employé peut couvrir. Euh, mais de l'autre côté de cette courbe-là, il y a l'importance de l'ouverture d'en discuter, d'être ouvert à quand on pose la question comment vas-tu, d'être vraiment ouvert à écouter la réponse qu'on a, puis d'être prêt à s'ajuster en fonction des réponses qu'on va avoir. Donc, de laisser de la place à la discussion sur la santé mentale, sur comment les gens se sentent, de trouver les bonnes ressources au bon moment, et en même temps de bien définir les limites de ce qu'on peut contribuer en tant que patron puis en tant qu'employé. Leslie, toi, ta perspective par rapport à ce point-là?
Elle rejoint complètement la tienne parce que effectivement, les problèmes de santé psychologique au travail, ça peut toucher un autre domaine. Et en tant que gestionnaire, c'est vraiment, comme a dit Robert, laisser la place à la discussion, comprendre le besoin de l'employé et vraiment rediriger vers des ressources plus compétentes qui pourraient mieux l'aider. Merci beaucoup pour cette réponse-là. J'espère que Christian, ça répond. Maintenant, là, bon, c'est pas dans le clavardage, mais il y a beaucoup de gens, OK, à l'inscription qui nous ont demandé là, comment on gère le changement en fonction des générations. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, mais il me semble qu'on est comme dans une ère de changement en ce moment, c'est à propos. Oui, puis je pense que c'est important aussi, je peux toucher un autre point, là, quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, le risque de Mhm. perdre les employés s'ils ne sont pas engagés dans le changement, d'avoir la bonne personne à la bonne place. Si vous n'avez pas les bonnes personnes dans les bons postes, ça rend encore ça plus difficile de gérer le changement. Donc, le changement, c'est un peu l'interface de plusieurs défis. On peut même faire un point avec la santé psychologique. Si quelqu'un est pas, se sent pas en sécurité dans son environnement de travail, ça rend la gestion du changement encore plus difficile. Puis le point qu'on a mentionné au niveau de la co-création, d'être impliqué au niveau du changement, puis pas juste de se le faire imposer. Mm. Euh, je suis curieux de t'entendre, Leslie, puis peut-être que j'aurai quelque chose à rajouter après ta contribution, si tu as quelque chose à contribuer. Dans la perspective de gestion de changement avec les générations, je pense que les changements arrivent beaucoup plus comme dans les générations actuelles, avec les générations Z. Donc, il y a beaucoup plus de changements qui sont faits. Et je pense que la flexibilité au niveau de nos générations est quand même grande. Et comme a dit Robert, ça dépend aussi de si c'est que tu te sens en sécurité dans ton milieu de travail et si c'est que tu te sens impliqué dans le processus de changement, tu es beaucoup plus comme engagé. Donc, le genre de changement, c'est engager les personnes qui vont être impliqués dans le changement. Ça peut être fait de différentes façons, dépendamment des générations. Donc, tu dois engager les différentes générations de façon différente dans le changement. Donc, c'est aussi adapter la communication aux différentes générations par rapport au processus de gestion du changement. Et ça touche un peu ce qu'on disait, donc plus formel au niveau de l'interaction pour les plus âgés, un peu plus spontané, un peu plus ouvert, un peu plus d'inquiétude ou de partage au niveau de la santé mentale. Mais je pense que ce qui est important au niveau de toutes les générations de la gestion du changement, c'est peut-être un peu plus de transparence Mhm. et d'authenticité que ce qu'on aurait fait dans les années passées. Donc, d'impliquer toute l'organisation dans la présentation. S'il y a un changement, ça peut être un changement positif, souvent ça peut être des changements négatifs, de partager la raison pour le changement, les objectifs qu'on veut atteindre, le rôle que les individus peuvent jouer au niveau de leurs compétences, de leur intérêt, et aussi de le faire en co-création. Puis ça veut dire d'être à l'écoute aussi, parce qu'on a l'avantage. L'avantage d'une gestion en co-création, c'est la distribution de la responsabilité. Donc, si on est capable de garder l'esprit ouvert, en mode gestion du changement, c'est possible qu'on ait des bonnes idées auxquelles on n'aurait pas pensé qui pourraient venir du reste de l'équipe. Donc, c'est collaboration, puis en fait, c'est fondamentalement, c'est la communication en se rappelant qu'il peut y avoir des différences qui n'ont rien à voir avec l'âge non plus, là. Il y a des gens qui communiquent mieux en personne, puis il y en a qui communiquent mieux par écrit, là. C'est un thème assez. On pourrait faire un atelier juste sur la gestion du changement, là. Je ne C'est sais pas si clair. on a contribué suffisamment pour éclairer un peu les participants, mais je vais te laisser gérer ça, Roxane. Oui, absolument. Oui, Robert, tu as raison. C'est un thème chouchou, là. Puis effectivement, on aurait pu passer même plus qu'une journée sur la gestion du changement. Mais merci pour vos réponses. Je pense que ça éclaire les participants. J'espère là, que l'ensemble de ce que Leslie et Robert aujourd'hui vous ont confié, ça va vous aider justement dans vos relations avec les différentes générations, dans vos cadres professionnels et aussi personnels, bien sûr. Vous allez recevoir la vidéo de l'activité cet après-midi avec un guide du participant qui devait être 2 pages, mais Robert, tu n'as pas pu t'empêcher d'en faire plusieurs. Je pense que les gens vont juste être très heureux de ça. Donc, vous allez avoir beaucoup d'informations. Je voudrais vous remercier beaucoup, Robert et Leslie, pour votre générosité puis votre temps ce midi. C'était vraiment intéressant de vous entendre puis d'avoir des points de vue là, qui sont divergents ou convergents là, selon les thématiques. Merci infiniment tout le monde et puis on se revoit bientôt. Merci, Merci Merci à bon tous. beaucoup. après-midi. Merci Bonne tout le journée. monde. Bonne journée.